Alors, je reçois Sophie Sidos. Sophie, vous êtes présidente des conseillers commerce extérieur pour le monde entier, mais vous êtes aussi une industrielle de Simon Vicat. Christophe Ferrari, bien sûr, à ma gauche, qu'on ne présente plus, mais je vous présente quand même. Christophe, vous êtes président de la métropole. À côté de Sophie, Jean-François Clapaz. Je vous présente aussi, même si on ne vous présente plus, mais tout le monde ne vous connaît pas forcément. Vous êtes vice-président du Grésivaudan, en charge de l'économie, du développement industriel et de la stratégie foncière. Hervé Boisiz, on a parlé ici même hier de sujets importants de défense notamment. Vous êtes président exécutif de l'INRED. Et Philippe Palliard, vous êtes conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous avez une particularité, c'est que vous avez été exposant sur Tech Fest pour la première édition. C'est ça, donc bienvenue, hein, bienvenue à la maison finalement. Hein. Je suis très heureux de revenir ici après avoir montré des faisceaux d'électrons à l'intérieur. Et de parler sur le main stage ensuite, c'est chouette, c'est une belle histoire. C'est cool, très bien. Alors l'objectif de cette séance, il est relativement simple finalement, c'est de montrer comment les territoires deviennent les acteurs clés de la souveraineté industrielle française, en articulant, et c'est pas évident, c'est justement de ça dont on va parler, en articulant l'industrie, l'innovation, le foncier, les compétences, les infrastructures et cette coopération publique-privée dont on parle tant et pas seulement sur Tech Fest. Alors, c'est vrai, madame et messieurs, qu'on parle beaucoup de souveraineté à l'échelle nationale et européenne. On sait qu'elle se déroule dans les territoires. Alors là, j'ouvre un boulevard, hein, c'est une question hyper ouverte. Je vais commencer par vous, Sophie, parce qu'on va parler d'international, mais l'international commence dans les territoires. Donc, franchement, c'est ici que ça se passe, mais pas qu'à Grenoble, hein, je ne veux pas être trop chauvin, mais il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'industrie qui ne soit pas installé quelque part, et ce quelque part, c'est les territoires. En tant qu'industriel, c'est bien ça votre enjeu? C'est tout à fait mon enjeu. Si je ne suis pas dans le territoire, je ne peux pas me développer à l'international, ça c'est clair. Et il faut que je sois d'abord confortée dans mon territoire, que je puisse me développer sur mon territoire avant d'aller me développer à l'international. Donc moi, c'est vrai que le groupe Vicat, c'est un groupe qui est né sur le territoire, qui est né en Isère et qui est toujours là 200 ans plus tard en Isère et qui, heureusement, a pu connaître l'international, donc un développement assez extraordinaire. Voilà. Jean-François, dans le Grésivaudan, il y a quelques implantations. On ne va pas les présenter, mais on va citer les deux principales, hein, ST Microelectronics et l'INRED. Notamment, il y en a beaucoup d'autres. Pour vous, le territoire, c'est l'échelle opérationnelle de l'industrialisation, voire de la réindustrialisation. Incontestablement, la souveraineté industrielle, c'est surtout pas quelque chose qui se décide à Paris ou à Bruxelles. C'est quelque chose qui se construit dans les territoires, particulièrement dans ce grand territoire de Grenoble-Alpes. Et c'est là où se prennent les décisions d'implantation. Parce qu'on fournit aussi de la formation. C'est un écosystème qui est à la source de toute cette réindustrialisation. Alors, le territoire, c'est quoi? C'est l'échelle opérationnelle de la réindustrialisation. C'est là que ça se passe, parce que c'est nous qui avons le foncier, c'est nous qui avons l'énergie dans nos territoires, dont les industriels ont grandement besoin, les infrastructures et aussi, bien sûr, les compétences. Alors, dans le Grésivaudan en particulier, mais ça peut s'appliquer également à la métropole grenobloise. On lui posera la question d'ailleurs. On est des territoires qui sont historiquement industriels et on est surtout des territoires qui sont des laboratoires d'idées. Alors notre rôle, en tant qu'élu local, c'est pas de faire des grands discours sur la souveraineté, c'est de la rendre possible et de permettre à l'industrie de pouvoir se développer pour avoir une industrie souveraine sur notre territoire et au niveau national. Alors Christophe Ferrari, on a fêté hier soir ici même avec 50 personnes, on a partagé cette distinction Grenoble-Alpes et capitale européenne de l'innovation. C'est dans la droite ligne de ce qu'on se dit là. Oui, bien sûr. En fait, le territoire grenoblois métropolitain et plus largement bénéficie d'une histoire et d'une concentration d'acteurs assez unique en France, en Europe et même dans le monde, qui fait que vous avez une diversité parmi les plus puissantes de France, des acteurs, des grands groupes économiques là aussi extrêmement puissants, un tissu de TPE et de PME extrêmement fort, une recherche et une innovation des startups et des pouvoirs publics
qui jouent tous dans le même sens. Et le rôle de la métropole, c'est celui-là, c'est celui d'animer, c'est celui tout simplement d'être dans la prospective des sujets fonciers, de permettre l'installation, de créer les conditions favorables à tout cela. La souveraineté, c'est un sujet qui se défend ici. Moi, je suis un grand défenseur du Made in France. Je crois à la capacité de la France d'être un grand pays industriel. Et nous l'avons fait déjà depuis plusieurs décennies, de tout simplement développer l'installation d'activités industrielles dans ce territoire. Moi, je crois à l'installation d'usines dans ce territoire. Le mot usine n'est pas un gros mot, c'est un beau mot. On réussira la transition écologique avec des usines. On ne réussira pas la transition écologique simplement avec des grands concepts qu'on manipule ici ou là et ailleurs. Donc nous, notre rôle, c'est d'animer, mais c'est d'avoir une vision politique assumée, de travailler en pleine coopération avec l'ensemble des acteurs, de ne prendre la place de personne, mais d'être facilitateur de tout cela. C'est ça le rôle de la métropole aujourd'hui. Alors je vois Philippe Palliard qui vous écoute, mais il est très concentré, Philippe, parce qu'il connaît les deux faces de cette même pièce. On est, et le président Ferrari l'a dit, il a parlé d'usine, il a parlé d'industrie. Nous sommes la première région industrielle de France, donc une des premières en Europe. Exactement, on est une des premières régions industrielles d'Europe, la première région industrielle de France, on en est très fiers. Il y a une forte volonté politique, on en parlait tout à l'heure derrière, depuis longtemps de la région de soutenir l'industrie, et qui est assez ancienne. Pourquoi est-ce qu'on soutient l'industrie depuis longtemps à la région? Pour le dynamisme de notre territoire, pour l'attractivité de notre territoire, mais c'est aussi parce que c'est des emplois. Il y a 534 000 emplois, c'est pour ça qu'on est la première région industrielle. C'est aussi en nombre d'emplois. Oui, c'est pour le résultat, forcément. Voilà. Il y a eu un grand plan stratégique d'1,2 milliard qui a été voté par la région pour soutenir la relocalisation industrielle, justement. Donc on est fiers aussi de dire qu'il y avait l'an dernier près de la moitié des relocalisations industrielles de France qui se faisaient en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et si on fait ça aussi, et Christophe Ferrari l'a mentionné, c'est aussi pour l'environnement. C'est-à-dire que l'ensemble de l'industrie en Auvergne-Rhône-Alpes émet 9 millions de tonnes de CO2. Certes, on dit l'industrie, ça pollue. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il y a 2 ans qui montre que pour chaque milliard de valeur ajoutée produite industriellement localement, c'est 740 000 tonnes de CO2 économisées par an dans la production mondiale. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 47 milliards de valeur ajoutée. C'est donc 35 millions de tonnes de CO2 qui sont économisées quand on n'en produit que 9. On en produit quand même. Alors c'était important pour nous, pour équilibrer, on en produit quand même toujours trop, jusqu'au jour où on aura réglé cette question, mais ce n'est pas pour demain matin, mais tout le monde sait ici que tout le monde y travaille avec vigueur. Alors il était important pour nous d'avoir l'avis de l'industrie, parce que évidemment, je suis très heureux de vous recevoir, mais l'industriel, Sophie en a parlé tout à l'heure, l'INRED, implanté sur le territoire, une industrie sensible, très très forte valeur ajoutée, très technologique. Quelle est votre relation avec les territoires, Hervé? Elle est extrêmement importante. Alors, j'apprécie beaucoup ce qui vient d'être dit. J'y adhère complètement. On est présent sur le territoire dans l'écosystème grenoblois depuis 40 ans. En 2026 exactement, on a été créé en 1986 et depuis on est acteur. Et puis c'est vrai que les autorités locales nous ont permis de croître, et encore tout récemment, puisqu'on a fait une extension majeure de notre site, et on en parlera sans doute tout à l'heure. On attend beaucoup ce soutien de la part des autorités locales, qu'elles soient industrie friendly, comme on dit, industrie compatible. Alors pour nous, l'écosystème territorial, c'est vraiment la fabrique de la souveraineté sur au moins 3 composantes. La première, c'est les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, c'est eux qui font la souveraineté. Et c'est vrai que dans cet écosystème académique, scientifique, on a toutes les ressources nécessaires pour développer et produire nos technologies. Le deuxième aspect, c'est le fait de produire. On vient d'en parler, c'est avoir des usines. Il est très important pour la souveraineté d'être capable de produire. Et le troisième, auquel on pense un peu moins de temps en temps, c'est la supply chain, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement. Et c'est là aussi que se fabrique la souveraineté. Nous, sur à peu près 1000 sous-traitants et fournisseurs européens, on en a plus de 500 qui sont français et plus de 250 qui sont dans la région Rhône-Alpes. Donc ça, c'est très important, avoir cette proximité
et cette souveraineté aussi délocalisée quelque part, ces dépendances qui sont proches de nous dans le tissu local de la souveraineté. Alors Hervé, je reste avec vous parce que la question que je vais poser après, que je vous poserai à tous, elle concerne la réindustrialisation, elle concerne la souveraineté, mais vous savez, il y a ce sujet qui bruisse encore. On n'est pas assez compétitif en produisant en Europe. On se fait dévorer par la Chine, par d'autres qui ont des conditions beaucoup plus favorables. En gros, on ne joue pas le même match, en fait. Est-ce que c'est possible, Hervé? Je ne vous demande pas une démonstration, c'est formidable, mais je veux votre analyse industrielle. Je pense qu'on est la preuve que c'est possible, puisque dans notre domaine, qui sont les capteurs infrarouges, vous l'avez dit, c'est un domaine de composants critiques pour la défense, le spatial, mais aussi pour des applications duales comme l'environnement ou la mobilité intelligente. Eh bien, on joue vraiment dans la cour des grands. En face de nous, on a les Américains et les Chinois. Et pourtant, on est là. Donc c'est avant tout un domaine dans lequel il y a de la forte valeur ajoutée. Et donc c'est ça l'intérêt de l'écosystème académique, scientifique, technologique de Grenoble. Donc on vend de la valeur ajoutée, on vend de la souveraineté, et la souveraineté, plus qu'un coût, elle a aussi un prix. Et donc ça aussi, il faut savoir le valoriser. Mais en même temps, on ne s'endort pas. On ne s'endort pas parce qu'il y a tous ces marchés duaux qui sont extrêmement importants pour notre société comme pour d'autres, à l'international notamment, et pour lesquels il faut être très compétitif. Et donc la compétitivité, c'est un point extrêmement crucial pour nous. Dans tous nos process de fabrication, on va chercher des demi% de rendement. Voilà. Alors, je vais poser une question à nos trois élus, et ensuite je poserai une question à Sophie. Je vais commencer par vous, Christophe Ferrari. Je suis volontiers provocateur. On sait que c'est pas simple en France, hein. C'est franchement pas simple pour installer une usine sur le territoire et en particulier sur le nôtre. Comment on gère ce genre de questions? Il faut trouver du foncier, il faut mettre toutes les conditions en place. Alors voilà, l'approche qu'on en a est souvent le bruit, c'est ça, non mais c'est trop compliqué. En fait, le rôle de la puissance publique d'une métropole, c'est justement de faciliter à la fois l'implantation et les conditions d'implantation. Et les conditions d'implantation de vie des futures collaboratrices et collaborateurs dans un territoire. Et que la qualité de vie soit la meilleure dans un territoire. C'est tout cela et c'est notre rôle. Évidemment, mais qui peut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de facile dans la société actuelle? La complexité, c'est la vie de tous les jours. Et nous vivons en permanence avec la complexité. Mais malgré tout cela, il y a des chemins possibles. Il y a des chemins pour installer, pour pouvoir densifier l'activité économique, pour pouvoir implanter. Donc en fait, il nous faut à la fois la coexistence, je dirais, d'un tissu de recherche et de développement extrêmement puissant. C'est le cas à Grenoble. Nous avons cette chance absolument incroyable. Universités, centres de recherche, grands instruments qui, je dirais, nous donnent une puissance incroyable. On attire des talents, des jeunes scientifiques qui viennent dans ce territoire. Nous souhaitons les garder. Donc nous, notre rôle métropole, c'est de faciliter l'installation, faciliter l'accès aux fonciers et rendre les procédures les plus simples possibles pour les acteurs. Essayer de gagner là aussi en vitesse, parce que parfois le temps des industriels, ce n'est pas le temps de la puissance publique, mais ce n'est pas parce que nous, on n'aimerait pas que ça aille plus vite. On aimerait que ça aille plus vite. Mais globalement, nous, on est là pour tout simplement, je dirais, avec la burette d'huile, avec la clé, tout simplement pour trouver les solutions et permettre la réalisation du projet. C'est notre rôle de tous les jours. Alors Jean-François, vous avez de grosses implantations dans le Grésivaudan, c'est pas toujours facile, hein. C'est pareil pour vous aussi. J'aime bien l'image de la burette d'huile. C'est ça votre rôle? C'est de graisser un peu les rouages? Alors, la burette d'huile et la clé, ça parle bien à un mécanicien. Donc j'adopte totalement cette expression. Mais je dirais que le sujet, la vraie question, c'est pas produire pour produire, mais comment on fait pour produire intelligemment et d'une façon acceptable. Alors, c'est en permanence des arbitrages qui sont complexes à rendre pour les élus locaux. On a un foncier qui est rare, on a une exigence environnementale qui est de plus en plus demandée et qui est nécessaire. Et puis on a la pression sociale, parce que l'industrie, et notamment l'industrie des high-tech, n'a pas forcément bonne presse
dans une certaine partie de notre population. Donc ce sont ces arbitrages que l'on doit essayer de rendre d'une façon objective et efficiente. Et ce sont ces arbitrages qui font la qualité de ces implantations et de ces projets industriels. Alors nous, on assume une ligne complètement claire dans le Grésivaudan, c'est pas d'industrie contre le territoire, mais une industrie avec le territoire, aux côtés du territoire. Parce que l'acceptabilité locale est quelque chose qui est devenu incontournable. On n'implante pas une industrie, quelle qu'elle soit, contre la vie de la population. Il faut accompagner le projet, il faut le vendre au niveau de nos populations pour que ce projet, une fois installé, soit acceptable par tout le monde et que tout le monde en reconnaisse l'utilité. Parce que comme ça a été dit, une industrie, c'est de la production, c'est de la souveraineté nationale, mais ce sont des emplois, ce sont des problèmes d'habitat, ce sont des problèmes d'équipement public, de scolarité, de crèche. Donc tout ça rentre dans l'équation. Alors on voit, Philippe, hein, vous c'est la vision plus régionale, même si vous êtes à la base un chef d'entreprise. Je vois bien qu'on ne fait pas de catalogue de bonnes intentions. J'ai envie de vous dire, c'est quand même pas simple, et plus la zone est vaste, et moins c'est simple, parce que vous adressez des problèmes qui ne sont pas uniquement au Grenoblois. Précisons que ce qui est dit ici, qui peut le plus, peut le moins, est valable pour toutes les régions de France quand même. Et c'est quand même un petit peu plus compliqué chez nous. On a des obstacles naturels, on n'a pas forcément les mêmes bassins de vie. Est-ce que tout ce qui a été dit là, vous le partagez, et comment depuis la région on a cette vision-là? Alors, depuis la région, on parle d'innovation ici beaucoup, et permettre l'innovation, c'est aussi permettre c'est aussi accompagner ceux qui permettent l'innovation, c'est-à-dire les chevilles ouvrières de l'industrie, notamment les mécaniciens, les usineurs. Dans le pack relocalisation que la région a déployé, il y a beaucoup d'entreprises d'usinage, que je vais aller voir d'ailleurs, et je suis content de manipuler un petit peu. Notamment en Haute-Savoie. Dans toute la région, mais aussi dans le bassin grenoblois. En Haute-Savoie, il y a du décolletage, évidemment, il y a de la plasturgie au Oyonnax, etc. Mais, donc il y a une vraie richesse à l'échelon régional. Ce que je veux dire, c'est que dans les laboratoires de recherche, avant, c'est un petit peu moins le cas avant, il y avait, c'est un peu moins le cas maintenant, il y avait toujours au rez-de-chaussée un atelier, il y avait un workshop qui permettait de faire des pièces pour les chercheurs, pour qu'ils puissent faire leurs recherches. C'est de moins en moins le cas, mais les usineurs locaux travaillent beaucoup pour le CEA, pour le CNRS, et se sont donc beaucoup développés sur des matériaux très techniques, sur des procédés très techniques, ce qui fait qu'on est très compétent et on est très fort ici localement parce qu'on arrive à travailler sur des nouveaux procédés. Je connais des gens de toute la France ou en Europe qui viennent se fournir dans notre région avec des usineurs à Mélan, à Clay, parce qu'ils savent faire des brasures très techniques, ils savent travailler des matériaux très techniques. Donc c'est comme ça qu'on arrive à être compétitif, aussi grâce à cet écosystème d'innovation. Alors moi j'ai une question pour Sophie, parce que vous, Sophie, on ne peut pas dire que vous ayez besoin de vous installer, puisque vous êtes installée depuis combien de temps, Vika? C'est 1853, on va dire. Et est-ce que quand on est installé, finalement, on n'a plus de problème, on n'a plus besoin de parler aux élus, on n'a plus besoin de parler aux collectivités, tout va bien, ça roule, et surtout, laissez-nous travailler? Non, non. Alors moi, je vais prendre ma casquette de présidente du MEDEF. On a vraiment besoin de tous sur le territoire. Et là, le grand intérêt qu'on a en Isère, c'est qu'on s'entend tous très bien, on communique bien les uns avec les autres. Alors parfois, on n'étale pas dans la presse certaines choses, mais on les fait discrètement et ça avance. Moi, chaque fois que j'appelle Christophe, c'est pas pour te lancer des fleurs, hein, Christophe, mais tu me réponds tout de suite à la seconde. Chaque fois que j'appelle la région, c'est pareil. Chaque fois que j'appelle le territoire, plus particulièrement le Grésivaudan, c'est pareil. C'est ça ce qui est important pour nos patrons en Isère, c'est d'avoir un intermédiaire, savoir qui il faut appeler, quelle est la bonne personne, et pas leur faire perdre de temps. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre dans l'entreprise. On a besoin d'aller vite. Alors, c'est pas parce que moi j'existe depuis 200 ans que tout va bien, hein, parce que le monde... Ne faites pas votre âge, hein, je le dis. Hein. Je ne vis plus à l'époque des dinosaures, ni sans électricité. On vit dans un monde qui est très différent aujourd'hui, qui évolue très vite, voire trop vite, et on n'arrive pas à se transformer sur ce monde-là. Et on a besoin de se transformer, mais il faut beaucoup d'argent pour se décarboner très vite. Et on n'a pas toujours l'argent de l'Europe, on n'a pas toujours l'argent de la France, de France 2030. Ça se saurait si on l'avait, même si l'Isère reçoit beaucoup de crédits. Mais on ne va pas assez vite. Et on se rend compte que pour gagner de l'argent, il faut faire du résultat. Pour faire du résultat, il faut de la croissance. On ne l'a pas toujours chez nous en France, donc qu'est-ce qu'on fait? On va à l'international. Et pour ça, on a besoin des conseillers du commerce extérieur de la France. Donc ce sont des patrons français qui importent et exportent des produits français. Et là, moi, je peux leur donner des conseils gratuitement, en leur disant tu vas aller en Arabie Saoudite demain, je vais te présenter le bon patron
qu'il faut pour te développer. Pourquoi c'est important de se développer comme ça à l'international? Parce qu'autrement, c'est les étrangers qui vont venir se développer chez nous et nous prendre nos parts de marché. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le foncier aussi s'ils s'installent. Mais c'est pas grave finalement, on sort un peu du sujet, mais si une industrie étrangère demande à s'installer sur le territoire, après tout, elle va créer des emplois. Président Ferrari, c'est pas un problème. Si elle ne concurrence pas nos emplois locaux, oui. Ah ben après, c'est un arbitrage. C'est là où on a besoin des élus. Mais tiens, allez, on va faire un petit cas pratique. On va faire un tour de table. Hervé, je reviendrai vers vous après. Voilà, vous êtes. Alors, je précise que c'est absolument pas la question que je pose. Je ne l'aurais pas posée avant. Donc, on va s'amuser un petit peu. Vous avez une sollicitation d'une industrie étrangère qui veut s'implanter sur le territoire. Vous décrochez aussi rapidement que si c'est Sophie qui vous appelle? En fait, nous avons des équipes, tant à la métropole que les élus, qui sont extrêmement attentifs, je dirais, aux sollicitations, quelles qu'elles soient. Ensuite, Sophie l'a très bien dit, bon, vous savez qu'il y a quelques règles dans ce pays. Si une activité étrangère veut venir s'installer, elle est regardée de façon extrêmement fine par les autorités nationales. Si elle vient concurrencer une activité déjà existante, tout ceci est quand même tout à fait normal en fait. Logique. On ne peut pas implanter d'activité qui vient finalement détruire des activités industrielles françaises déjà existantes. Par contre, nous avons dans ce territoire des industries étrangères qui sont là depuis des décennies et des décennies, qui font la force du territoire. Et on cultive nos relations avec, et qu'elles se développent est pour nous une véritable chance. Donc je dirais, vous voyez, rien n'est jamais noir, rien n'est jamais blanc. Il faut avoir juste l'intelligence, le pragmatisme, et tout simplement, encore une fois, défendre cet intérêt territorial. C'est des emplois aussi qui se créent, c'est de la richesse qui se crée, qui peut demain être reversée dans le territoire pour créer les aménités, les services publics, parce que c'est comme ça que ça marche quand même. C'est parce qu'on a de l'activité qui vient s'installer, qu'on crée de la richesse, qu'elle peut être redistribuée dans le territoire. Moi, je crois beaucoup à ce modèle-là. Ce n'est pas un modèle ancien, c'est un vrai modèle extrêmement moderne en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'une sollicitation arrive, vous parlez, quel que soit le territoire, vous trois, en tant qu'élu, il n'y a pas un dossier qui arrive sur votre bureau ou sur le vôtre, Jean-François, il dit bon, je vais l'étudier, je vais installer, puis je vais faire mon truc dans mon coin, ce sera bon pour mon territoire. Je ne vais surtout pas appeler Philippe, comme ça il me laisse travailler. Je caricature, mais c'est, vous ne faites jamais ça. Dès qu'il y a une sollicitation, tout le monde se mobilise. Comment ça marche? Je crois que Christophe a dit l'essentiel. Alors, et Sophie en a parlé précédemment. L'avantage qu'on a dans ce territoire, c'est qu'en fait, on chasse en meute et on travaille en groupe. Donc l'idée, c'est pas de déshabiller un territoire pour en habiller l'autre, c'est de faire de la croissance exogène pour accueillir des entreprises qui sont complémentaires à celles qui sont implantées chez nous et qui viennent et qui ont envie de s'implanter chez nous parce que notre territoire leur propose des solutions pour accompagner la croissance dont elles ont besoin. Donc il y a vraiment cette complémentarité interterritoriale. Et il y a des compétences qui sont complémentaires entre les collectivités et la région. On vient accompagner avec la région sur l'industrie. Les collectivités apportent le foncier, accompagnent aussi à leur façon, mais on a une répartition de compétences qui fait qu'on est obligé de se parler de toute façon et on travaille bien ensemble. Sur le foncier, alors moi je suis content qu'on arrive à faire venir des entreprises françaises. Notamment, il y a Safran qui a annoncé sa venue dans la plaine de l'Ain, avec 450 emplois à la clé. C'est aussi une fierté. Sur le foncier, je réagis sur ce que vous disiez. J'étais, par mes activités professionnelles, amené à aller à Taïwan ou en Corée, dans des géants du semi-conducteur. On voit naître des villes, on a vu naître des villes semi. Ce sont des villes qui sont construites autour de ça. On a aujourd'hui des pays qui ont mobilisé tout leur foncier, malgré les contraintes, et qui ont fait des bâtiments de 90 mètres de haut, etc. Je ne dis pas qu'il faut aller dans cette radicalité-là dans le Grésivaudan, mais il y a une conscience aussi de ces pays, de la souveraineté industrielle qui est forte, et qu'il faut aussi qu'on continue à développer ici. Mais Philippe, ces implantations existaient il y a plus d'un siècle chez nous, autour de l'industrie sidérurgique ou minière, où on avait des villes minières, des villes de la sidérurgie dans le PIO de la Lorraine. Donc finalement, ils ne font que moderniser un procédé qu'on a, nous, maîtrisé depuis bien longtemps. On va parler d'un autre sujet qui est un peu différent, et je m'adresse à vous. On est sur des sujets, on le voit, une production ici, je reviens sur notre territoire, assez sensible quand même, par certains égards.
Et Hervé, la question que je vous pose, c'est comment vous arrivez à articuler cette innovation industrielle et avec les retombées territoriales? Vous avez des interactions entre industriels qui sont à la croisée de tous les mondes finalement, et on le voit dans cet écosystème-là. Vous ne travaillez pas seul dans votre coin, tout ça est un système complètement ouvert. Hein. J'ai parlé de la chaîne de fournisseurs, de la supply chain, comme on dit. C'est un enjeu absolument fondamental. Dans nos technologies, ce qui est fondamental, ce qui se passe ici, sur la région grenobloise en matière de microélectronique et de semi-conducteurs. D'ailleurs, j'attire l'attention de nos élus sur l'importance à supporter cette industrie. C'est une compétition mondiale qui, fondamentalement, à l'origine, n'a pas été complètement financée par la souveraineté et la défense, puisque c'est une industrie qui s'est largement développée au travers des technologies modernes de l'information, la téléphonie mobile, etc. Et il faut faire très attention parce que c'est absolument critique et souverain dans beaucoup d'applications défense, spatiale et dans nos applications. Donc il faut absolument supporter nos collègues et nos fournisseurs tels que ST, Soitec, etc. Et à ce titre, j'aimerais aussi comme témoin d'espoir et vraiment d'avenir lumineux pour la région, souligner l'inauguration qu'on a eue vendredi dernier chez nos amis et nos partenaires d'innovation que sont le CEA Leti, avec l'inauguration de la nouvelle salle blanche pour les technologies semi-conducteurs et microélectroniques du futur. C'est là que se fait la fabrique de la souveraineté future et c'est énormissime que cet investissement massif européen ait pu être fait à Grenoble. Je reste avec vous, Hervé. Vous êtes sur un sujet sensible. Vous n'êtes pas le seul. Il y en a énormément sur le territoire, que ce soit de la technologie duale, que ce soit des sites sensibles pour leur sensibilité environnementale. Comment vous les élus, vous mappez ces sujets? Comment vous les traitez? Comment vous les abordez? Parce qu'un sujet sensible, ça veut dire, vous l'avez dit Jean-François, une sensibilité territoriale particulière. Donc vous avez une catégorisation, vous êtes en alerte sur certains sujets. Comment vous travaillez ces sujets-là, Jean-François? D'abord, on les travaille avec les industriels et ce que dit Hervé est capital, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés, particulièrement dans ce milieu ce grand milieu de la microélectronique. Ils ont besoin d'être accompagnés par les collectivités et c'est pour ça que autant la métropole que le Grésivaudan, on soutient depuis toujours les plans nano et IPCEI sur lesquels on a investi beaucoup d'argent pour permettre à nos industriels de financer leur recherche et leur développement. Alors, on est aujourd'hui, de toute manière, en première ligne pour accueillir les industries. Votre micro, Jean-François, comme ça on vous entendra mieux. Il faut le mettre vraiment en face. Devant. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. C'est pareil, on vous a vu, hein, il y a eu l'industrie, ça vit, et malheureusement, il y a des péripéties. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une péripétie, vous êtes présent, donc sur des sites sensibles qui en plus peuvent se dégrader. Donc ça, c'est un rôle de politique, d'être chaque matin présent auprès de ces industries, qu'elles soient sensibles ou pas. Ça, c'est dans votre ADN de politique, ou c'est simplement dans le fonctionnement d'une métro qui veut préserver ses emplois? Je dirais que, encore une fois, il y a une logique d'attention permanente à l'ensemble des acteurs. Pour ce qui concerne, je dirais, ce qui est produit, ce qui est fabriqué, ce qui peut être imaginé, je dirais que nous, on est aussi la métropole en attente de sens. On est aussi dans des exigences, je dirais, naturelles. Aujourd'hui, la question du sens est un sujet qui vient chez le consommateur. Donc, globalement, il est absolument nécessaire de pouvoir être dans ce dialogue permanent pour comprendre. Et lorsqu'on parle d'activité, on peut parler d'activité civile, d'activité militaire, etc. Moi, j'ai un principe simple. Vous savez, ce qui a bercé mon adolescence comme livre, c'est la biographie de Marie Curie. Quand Marie Curie a découvert la radioactivité, elle n'imaginait pas une seule seconde qu'on pouvait en faire à la fois des développements merveilleux pour la santé humaine, mais aussi demain en fabriquer des bombes. En fait, la réalité, c'est que la découverte, la production, la science, je dirais, produit des développements qui peuvent être particulièrement utiles à la société. Donc il nous faut là aussi faire confiance. L'État français garantit aussi au travers tout simplement d'une logique de production. Donc sachons ne pas non plus faire des procès et je dirais d'intention aux industriels parce qu'ils produisent
et tout simplement de s'arrêter que là. Je dirais, on a une logique de comprendre ce qui est fait, mais on a une logique aussi de soutien. L'INRED produit à la fois des optiques qui vont être utiles pour des développements militaires, mais ils sont très utiles pour comprendre l'évolution du climat, pour que les satellites permettent de monitorer notre atmosphère de la meilleure façon. En fait, rien n'est jamais noir, rien n'est jamais blanc. Soyons là aussi dans cette logique et ce pragmatisme-là. Mais ça n'empêche pas le débat ensemble et parfois de comprendre ce qui est derrière. Oui, juste, je voudrais rajouter, excusez-moi Georges, j'interviens parce que c'est très juste ce qui vient d'être dit. Dans la souveraineté, il y a aussi une dimension économique. Et par exemple, l'INRED aujourd'hui, à l'appui de l'IPCEI, vous en avez parlé, pourrait avoir des parts de marché majeures dans ce qu'on appelle la mobilité intelligente et l'automobile. Et ça veut dire un marché très gros, très énorme, et ça devient de la souveraineté, puisque ça veut dire des retours économiques dans une industrie majeure. Et c'est aussi de la souveraineté, c'est la puissance du territoire local au service de l'économie. Jean-François. Je rajouterai juste un petit mot. Il faut arrêter de penser que nos industriels sont hors sol. Ils ont une complète vision sur l'avenir de leur entreprise à travers aussi l'aspect environnemental. Aujourd'hui, c'est ancré dans l'esprit des industriels. Et c'est ancré dans le vôtre aussi, bien évidemment. Mais sur la question du foncier, par exemple, qui est une question sensible, alors je ne sais pas quel est votre vécu, mais c'est un casse-tête incroyable. On dispose de peu de foncier. Quand une industrie sensible arrive, c'est quand même une complexité folle. Il faut trouver des solutions. Et là, vous avez la pression des industriels. C'est un frein à la souveraineté, ça? Ou à la réindustrialisation? Oui, et c'est pour ça que je parlais de l'acceptabilité sociale des projets. C'est effectivement quelque chose contre lequel il faut avancer ensemble pour que justement tout ce tissu industriel puisse se développer. Alors effectivement, on a un problème majeur avec le foncier, parce que chaque fois qu'on prend 1 mètre carré de surface agricole, on est vilipendé, mais on ne sait pas implanter de l'industrie sans sacrifier le plus intelligemment possible les espaces agricoles, ce qui n'empêche pas aux collectivités de faire parallèlement à leur implantation industrielle de la reconquête agricole en permanence. Philippe, vous vouliez réagir? Oui, ce qui est un travail de visionnaire quand on est élu, c'est d'arriver à anticiper les mutations de l'industrie aussi, pour proposer des bâtiments et du foncier qui correspondent aux besoins de ces industries. On a un développement de l'intelligence artificielle qu'on voit de plus en plus. On va avoir des data centers qui vont s'installer. Il va falloir déployer des solutions pour alimenter en énergie ces data centers. Ce sont des vrais sujets aussi très concrets, ce sont des vrais défis pour les élus. Il y a des défis d'acceptabilité sociale. Il y a un data center qui est en train de s'installer juste à côté d'ici et qui fait déjà beaucoup parler. Donc c'est un vrai défi pour les élus, mais justement d'arriver à anticiper ces mutations. Et c'est pour ça que les élus doivent être sur le terrain aux côtés des industriels pour bien comprendre ce qui va se passer demain et adapter leur offre foncière. Alors, on va considérer que le territoire est formidable. On reste entre nous, hein. Il l'est. Sophie, c'est ce que vous dites quand vous êtes à l'étranger, parce qu'il y a quand même, vous aidez les entreprises à aller à l'étranger, mais vous n'êtes pas contre une entreprise qui voudrait venir. Quels sont les arguments à propos de ce territoire? Parce que j'imagine que vous le défendez quand même peut-être un petit peu plus que d'autres. Alors l'attractivité, ça fait partie de mes missions puisque je suis nommée de façon officielle par le président de la République. On sort au journal officiel. Donc on a 4 missions chez les conseillers du commerce extérieur de la France: attirer des entreprises françaises de l'international à revenir en France et attirer des entreprises étrangères à venir s'installer en France. Évidemment que je préfère mon territoire parce que c'est celui que je connais d'abord le mieux. Ensuite, je vous signale qu'il y a 4 ans, j'ai déplacé mon siège social de Paris pour venir sur ce territoire-là. Donc c'est un choix. Pourquoi j'ai fait ce choix-là et pourquoi le choix de l'Isère? Parce que d'abord, c'est un territoire qui est grand, où il y a de l'espace, de la place. Il y a toutes les entreprises possibles et inimaginables en Isère. Il y a de l'innovation, on le voit aujourd'hui avec Grenoble, capitale de l'innovation. Et le personnel chez moi, les hommes et les femmes qui composent, qui sont ici sur ce territoire, ils aiment leur entreprise. Ils aiment rester longtemps dans leur entreprise. Quand vous allez aux États-Unis, les gens, ils partent du jour au lendemain pour changer d'entreprise. C'est difficile de garder les collaborateurs. Ici, ils aiment, ils se développent ici. Il y a tout ce qu'il faut, on a tous les éléments sur le territoire de l'Isère pour se développer, pour s'installer. Alors peut-être qu'il manque de foncier sur Grenoble, mais le territoire il est grand et on en trouve du foncier. Puis en plus, avec le développement de Trace, enfin de ZAN qui est passé en Trace,
on arrive à retrouver des territoires. On a beaucoup de friches industrielles aussi en Isère qu'on pourrait transformer avec des nouvelles industries. Donc je pense que le sujet n'est pas là. On arrive à trouver, on trouve. Ce qu'il faut, c'est arriver à produire plus chez nous ici en France. Et pour ça, on a besoin tous de se parler et pas forcément d'aller chercher des clients à l'autre bout du monde. Donc on a compris que le dialogue, c'était une étape clé de la souveraineté et de la réindustrialisation. Donc vous ne vendez pas que le territoire, vous êtes la plus grosse représentation au CES de Las Vegas. Gary Shapiro, je crois qu'il est encore avec nous. Gary, moi je suis allée le chercher au CES de Las Vegas, donc je l'ai amené ici et je peux vous dire qu'il a passé 2 journées extraordinaires. Ce matin, il visitait du reste Schneider pour voir ce que c'était qu'un bâtiment très décarboné, puisqu'on a en Isère le bâtiment construit le plus décarboné du monde. Sur la presqu'île. C'est chez nous. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aux Américains quand vous êtes, je ne sais pas si vous êtes allé au CES, qu'est-ce que vous leur dites de notre région? Vous leur dites venez, c'est formidable, il y a des montagnes. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors moi, je fais venir les Américains ici. Quand là, je prends ma casquette, mon autre casquette industrielle. Ouais. Quand je fais venir des clients américains, bon, je les fais dîner la veille avant qu'on travaille. La dernière fois, ils avaient 2 chartreuses dans le nez avant qu'on commence à manger. On a terminé à la VEP. Et on a passé une super journée de travail ensuite. Ce que je veux dire... Ensuite? Et le lendemain. Ah oui, d'accord. Ils ont eu le temps de dormir. Parce que moi, je veux bien travailler avec vous. On a une richesse... Ah bah, on bosse bien. Hein. On a une richesse. Ici, on a un patrimoine qui est formidable. Moi, je suis très fier de le montrer à mes clients, à mes partenaires. Et ils ont envie de revenir. Donc, c'est chouette. Ce qui est bien aussi, on a des industries fortement exportatrices, mais aussi à très forte valeur ajoutée qui accueillent des profils hautement qualifiés qui viennent de partout dans le monde. Ils viennent aussi du fait de ce patrimoine local, du fait de nos montagnes et du fait de tout ce qu'on peut faire ici. Il faut arriver à valoriser ça et à les garder et faire en sorte que leur cadre de vie soit bien pour qu'ils aient envie de rester. Qu'est-ce que vous leur dites, Christophe Ferrari, à ceux qui s'interrogent sur le fait de venir ou pas chez nous? D'abord, ils savent exactement ce qu'il y a dans ce territoire. La puissance universitaire, scientifique, intellectuelle, des femmes et des hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. La capacité du territoire à être innovant, cet écosystème qui est sans nulle comparaison avec nulle part ailleurs. La capacité de façon horizontale à se parler de façon simple, rapide, de construire des projets ensemble, c'est ça l'écosystème grenoblois. C'est cette puissance-là. Et puis le troisième sujet, c'est la qualité de vie. La réalité, c'est que la qualité de vie est essentielle ici. Vous avez une capacité à être dans la nature extrêmement rapidement. Vous avez un potentiel, finalement, je dirais, sportif, d'accès, je dirais, au grand paysage, qui est quand même une chance. Chaque fois qu'on part de ce territoire, on est très heureux d'y revenir, nous-mêmes. On est très heureux d'aller ailleurs pour dire c'est formidable Grenoble. Mais quand on revient, on est complètement bluffé par les paysages qu'on voit, etc. Ça, c'est notre histoire, ça. Et croyez-moi, toutes ces entreprises ne se sont pas installées non plus pour rien. C'est parce qu'il y a une véritable qualité de vie ici. Alors parfois, il y a du Grenoble bashing par-ci, par-là. Mais la réalité, quand même pas mal. La réalité, c'est qu'il y a une véritable envie de rester et de s'y développer. Ça, c'est une chance, parce que l'écosystème est puissant, il est fertile. J'ai compris ce que vous leur dites, en fait. C'est clairement énoncé. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François, pour conclure? Parce que je ne vous ai pas encore donné la parole dans cette... Totalement d'accord avec ça. Il n'y a pas une feuille de papier à attendre nous. J'utiliserai juste une formule en termes de conclusion. C'est qu'aucun acteur ne peut avancer seul, ni l'État, ni les collectivités, ni les industriels. La souveraineté industrielle et le développement industriel, c'est un sport collectif. Quelle belle conclusion, j'aurais pas fait mieux. Je vous remercie infiniment. Merci à vous de nous avoir écoutés.